Alors moi j'ai grandi à la campagne, dans les montagnes des Alpes suisses. Et mes grands-parents étaient agriculteurs traditionnels, semi-nomades. Ils passaient l'été dans un petit village dans la montagne avec les pâturages pour les vaches et les chèvres. Et l'hiver, ils descendaient dans la plaine pour s'occuper des vignes, des poules et des cultures céréalières. Et mes parents ont encore connu cette vie jusque dans les années 50 et puis eux sont devenus vignerons, donc ils font du vin maintenant. Mais j'ai été nourri de toutes ces histoires, de toutes ces traditions et de ce rapport à la nature qui était encore sensible, émotionnel. Et c'est une réflexion sur ce qu'est devenu l'agriculture, ce qu'est devenu notre rapport à la nature avec la modernité. Et j'ai trouvé à Bornéo des gens qui sont en résistance à cette modernisation, mais sans rejeter complètement la modernité, parce qu'ils utilisent des outils comme les téléphones portables, et je trouvais intéressant d'interroger notre manière d'être au monde avec ce face-à-face entre les gens de la forêt et l'agro-industrie mondialisée. J'ai commencé par utiliser le stop motion parce que je viens du dessin, j'ai appris à faire de la sculpture, je voulais plutôt faire de la bande dessinée, mais j'ai appris à faire de la sculpture aussi pendant mes études. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un premier long métrage en stop motion qui s'appelle Max & Co, qui a été fait en 2006 en Suisse. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois raconter des histoires, à la fois sculpter et à la fois travailler en équipe. Cet artisanat m'a beaucoup plu. Et j'ai eu l'opportunité de faire un premier court-métrage, un deuxième, et du coup j'ai continué à travailler là-dedans. Néanmoins, j'ai une formation aussi en images de synthèse que j'avais fait assez jeune. Et je me suis rendu compte assez vite que je préférais la matière à l'écran de l'ordinateur et le cerveau qui travaille seulement, de travailler aussi avec le corps et en rapport avec la matière. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, pour ce film-là, j'ai l'impression que c'est aussi une forme de positionnement du film et de notre manière de faire des films qui est un petit peu une résistance à l'intelligence artificielle, à Elon Musk et à toute cette fuite en avant pour coloniser Mars, soi-disant. Je pense que la technique et la modernité ont beaucoup de belles choses à apporter, mais en même temps aussi beaucoup de fuites en avant sans réflexion qui sont très dangereuses pour nos enfants et pour les gens qui vont nous suivre. Je vais me concentrer sur une seconde déjà. Pour faire une seconde, il faut bouger 12 fois la marionnette parce on fait 12 images par seconde. Et donc, par exemple, pour vous saluer, là, en une seconde, il faut que j'aille de cette position à celle-là en 12 images. Donc l'animateur, intuitivement, il va calculer à peu près le mouvement qu'il doit faire et il va bouger image par image la marionnette et prendre une photo. Et en même temps, s'il y a lui qui sourit, il faut changer de bouche parce qu'on a des bouches aimantées. Là, j'en ai qu'une, mais on en a 24 pour chaque personnage, pour les faire parler, les faire sourire, pour les émotions. Et puis en même temps, c'est pareil, si Keria change d'expression, on peut déplacer un petit peu les sourcils, bouger les yeux. Voilà. Et donc ça 12 fois par seconde. Et donc vous imaginez que s'il y a 3 personnages qui marchent en parlant, ou si on a un gros plan sur le personnage, c'est pas le même temps de travail. Et que les plans les plus compliqués sont les plans de groupe. Claro. Donc avant ça, il y a toute la question de la mise en scène qui est faite en storyboard, comme une bande dessinée du film, où moi j'essaye de raconter l'histoire en faisant le moins de plans larges avec beaucoup de personnages qui marchent, parce que je sais que c'est des choses qui vont être chères, compliquées,
Mais de temps en temps, c'est important et c'est beau, mais j'essaye toujours de travailler dans une forme de minimalisme dans la mise en scène. Et ça sert aussi à ce que les émotions aient le temps de surgir et une forme de dépouillement qui porte aussi à l'émotion. Je me situe toujours dans des films qui sont proches de films qui, moi, m'ont beaucoup touché enfant. Il y a Heidi qui se passe en Suisse, ou Rémi sans famille, je ne sais pas si vous avez connu ça ici, mais c'est souvent des films d'orphelins, des histoires d'orphelins qui doivent trouver une place dans le monde, trouver de l'amour, se débrouiller face à le monde des fois des adultes qui est un peu compliqué. C'est aussi Mowgli par exemple a aussi peut-être inspiré ce film. J'essaye de raconter des histoires à hauteur d'enfant, mais qui interrogent le monde réel dans lequel on vit et pas qu'il soit dans un monde trop imaginaire. Que l'imaginaire soit plutôt l'imaginaire des enfants qui interroge le monde réel des adultes. Et ce qui en fait, je pense, des films familiaux. Souvent, il y a effectivement des grands-parents, des parents et des enfants. Et que du coup, c'est plus un film familial, disons, je dirais, qu'un film jeune public uniquement. Parce que je pense que le film aussi, mes films demandent aussi après un accompagnement. Il faut répondre aux questions des enfants, il faut des fois se positionner aussi en tant qu'adulte sur ces thématiques, et c'est un peu ce que j'aime faire avec le cinéma. Je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. J'ai la chance d'avoir une agente à Paris qui n'est pas seulement quelqu'un qui s'occupe de mes contrats, mais qui est aussi quelqu'un avec qui je peux parler de mes projets et qui me conseille aussi en termes stratégiques. Et elle m'a fait comprendre assez vite que le succès de Courgette, il ne fallait pas que j'essaye de faire la même chose parce que de comparer, c'est toujours un exercice délicat, surtout quand le premier film a vraiment beaucoup marché. Mais par contre, de profiter du succès de Courgette pour faire le film dont je rêvais et que j'aurais peut-être plus jamais l'occasion de faire après, parce que là j'avais un bonus en termes de crédibilité auprès des financeurs. Voilà. Donc je suis parti avec cette idée et c'est pour ça que je suis parti aussi d'une histoire assez personnelle, mais dans un sujet plutôt global, mondialisé. Et après, comme le film demandait beaucoup de personnages et était plus long, il a coûté plus cher que Courgette, mais pas beaucoup. Quelque part, c'est plus un ratio sur la longueur du film que sur le coût à la minute. Mais je pense que sans le succès énorme de Courgette, j'aurais jamais pu financer et faire ce film, qui est quelque part un plus gros budget, mais un sujet peut-être qui attire moins les foules. L'écologie en ce moment, c'est pas forcément quelque chose dont on a envie de s'occuper, même si c'est urgent. Et puis l'aspect du film familial, même s'il y a plusieurs générations et que ça interroge les valeurs qu'on donne à nos enfants, comme il se passe, il y a un côté exotique. Voilà, c'est peut-être un film plus compliqué à rendre accessible au public et à vendre, mais par ailleurs, pour l'instant, il ne marche pas trop mal, il a fait pas mal de festivals, et puis là, j'enchaîne un petit peu les sorties en Europe, et pour l'instant, on n'a pas encore abordé le marché américain. On va voir si l'année prochaine on va pouvoir le distribuer, enfin cette année on va pouvoir le distribuer aux États-Unis et peut-être tenter une course aux Oscars, mais c'est pas, disons, mon but c'est pas de m'inscrire dans la même trajectoire, mais c'était vraiment de raconter cette histoire et du coup je suis content de l'avoir fait aussi grâce à Courgette. C'est deux choses croisées, c'est les orang-outans qui pour moi quand j'étais enfant étaient des animaux qui me fascinaient. Et du coup,
les gorilles aussi, donc j'hésitais un petit peu entre aller en Afrique ou bien à Bornéo. Et puis je me suis rappelé aussi d'un activiste suisse qui était parti vivre dans la forêt de Bornéo, qui s'appelait Bruno Manzer, qui a vécu, qui a appris le mode de vie des Pénans, qui est devenu lui-même Pénan. Il a été vraiment, c'est un personnage important dans la culture pénane aussi, et qui, au moment où la déforestation est arrivée en territoire pénan, s'est proposé d'être le syndicaliste des Pénans, c'est-à-dire de rassembler les différentes ethnies qui résistaient à la déforestation, et puis d'être un peu un ambassadeur et de traduire un peu leur combat. Et je trouvais ça très beau parce qu'il n'a jamais été au-dessus des Pénans, mais simplement il était entre les deux cultures. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné parce qu'ensuite il est venu en Europe, il a fait pas mal d'actions militantes un peu farfelues. Il a atterri au sommet de Rio en parapente avec une banderole. Il s'est suspendu à un télécabine au premier World Economic Forum à Davos. Il a fait une grève de la faim aussi en Suisse devant le Parlement fédéral. Et moi j'avais 14-15 ans et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Et tout d'un coup je me suis rendu compte que les Pénans et le peuple dans lequel il a vécu étaient les voisins des orang-outans. Et du coup voilà, c'était assez simple pour moi parce qu'il a laissé une fondation. Il a disparu dans les années 2000 parce que le gouvernement avait mis sa tête à prix. Et après un interview, il a disparu en rejoignant un village. Je pense que c'est le journaliste qui était proche du gouvernement qui l'a dénoncé, mais il y a plusieurs théories, disons. J'espère que ça ne va pas m'arriver aujourd'hui. Et du coup, il a laissé une fondation qui m'a permis d'être aussi en contact avec les Pénans, d'aller en immersion là-bas, de raconter mon projet de film et de dialoguer avec eux sur la culture, leur façon de voir la nature, et aussi de faire parler mes acteurs en pénan parfait.